and gentlemen, ladies and gentlemen, right now. Déjà, merci. On est super content d'être là avec vous, d'autant plus qu'on a des copains qui sont dans les locaux, donc c'est cool. En fait, on va venir vous raconter l'histoire du Bon Coin, de 2006 à la création jusqu'à maintenant et tout ce qui explique pourquoi on est passé en feature team. Donc avant d'attaquer, on va se présenter. Donc Rogelio, moi je suis manager de FT. Et moi je suis Abderrahman, le responsable UX du Bon Coin. C'est la même veste mais pas le même t-shirt par contre. Donc, comme je vous disais, 2006, l'aventure Le Bon Coin commence ici. Au départ, en fait, on est deux. Et ça va très très vite parce que en 2007, on double les effectifs. Et en 2008, assez étonnant pour une start-up, on devient rentable. Suite à quoi, on devient 15. On passe à 10 millions d'annonces et Le Bon Coin devient une entreprise plébiscitée où il fait bon de travailler dans le palmarès Great Place to Work. Puis du coup on continue, 2012 top 10 des sites français, 2013 le top 10 des régies françaises, parce que oui on est aussi une régie, et en 2014 73 des Français ont déjà utilisé Le Bon Coin. Et on ouvre un deuxième centre de télévente pour les pros à Reims. Et Antoine Joutot devient notre CEO à ce moment-là. Et là, en 2015, on se dit c'est génial, grosse success story française. Cette boîte est magique. Elle n'a pas de talon d'Achille. On est invulnérable. Et en vrai, c'est pas si évident que ça. En 2015, pour nous, c'est difficile de faire des évolutions. En fait, on a pris l'image de la Montgolfière. Ce qu'il faut imaginer, c'est que tous les mois, il y a 28 millions de personnes dans la Montgolfière, Le Bon Coin. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire évoluer une montgolfière en l'air, c'est pas trivial. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, notre organisation elle est technocentrée. Technocentrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui sont ultra compétentes, mais ces personnes-là, elles sont cantonnées à leur domaine de compétences. On va avoir des développeurs web qui sont hyper compétents, des développeurs back-end qui sont hyper compétents, des développeurs Android, des PO. Vraiment, tout le monde est très très compétent, mais tout le monde est focus sur ses compétences. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de répondre aux besoins de nos utilisateurs, en fait. Et les besoins de nos utilisateurs, ils grandissent en permanence. Et là, notre problème à ce moment-là, c'est que on a été très très vite. Et comme toute startup, du coup, il faut répondre vite au marché, il faut aller le prendre, ce marché-là. Et là, en 2015, on est centré sur la complexité technique, voire pire, la complexité accidentelle, engendrée par tous les choix techniques qu'on a pu faire. Et on n'arrive plus à se focaliser sur la complexité fonctionnelle, ce qu'on doit délivrer à nos utilisateurs. Et effectivement, c'est une aliénation qui va nous poser problème, surtout à partir de 2014, quand le glissement vers le mobile se fait. Tous nos utilisateurs migrent petit à petit vers le mobile, et ça devient difficile pour nous de suivre. Là, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on se dit, tiens, on a entendu parler des équipes pluridisciplinaires, on va essayer le mode dit patate. On l'a appelé patate, c'est in-house comme appellation, mais effectivement, c'est faire en sorte de prendre des membres de chacune des équipes, les silos, et en faire des équipes pluridisciplinaires pour justement être en mesure de répondre à des objectifs qu'on s'est fixés. Et là c'est génial parce qu'on se dit, en fait, le tout va être supérieur à la somme des parties. Ouais, effectivement. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que des équipes pluridisciplinaires, oui, mais ça va être surtout des projets. Et le mot deadline est écrit là, en gros, c'est pas pour rien. C'est qu'on a une roadmap avec des dates claires qu'il faut tenir et des projets. Donc, on est vachement axé projet à ce moment-là. Bon, le bilan, c'est qu'on a pris cher. Je pense que vous en doutez. Les gens sont épuisés. Tout le monde a donné son maximum. Mais le bilan, c'est que tout le monde est un peu déçu. Et là, comme d'hab, on se dit ok, ça marche pas, on retourne à la zone de confort. Et là, on entend parler de famille. Les gens se disent non, mais je vais retourner dans ma famille, je vais retourner avec les développeurs Android, je vais retourner avec les développeurs web, je vais retourner avec les développeurs back-end parce que eux, ils me comprennent. Et c'était vraiment mieux quand on bossait ensemble parce qu'on arrivait à finalement avancer plus vite. Et là, il se passe un truc rigolo, c'est que, enfin rigolo, je sais pas si c'est le terme.
Mais Antoine, notre CEO, il est là et il voit un petit peu les gens échanger, il voit que les gens ont envie de bouger, il voit qu'il y a une vraie dynamique dans les équipes et que on a envie, au final, parce qu'on est fiers de notre produit, on a envie de le faire évoluer, on a envie de sortir de là. Et il mandate nos middle managers, les L2, pour trouver une solution. Et là, ce qui se passe, la Montgolfière a continué d'avancer. Pendant tout ce temps-là, la boîte elle continue à vivre. Et là, dans l'intervalle, on a racheté MB Diffusion en 2016. Et là, les L2 se disent, OK, il faut qu'on réunisse tout le monde. Et tout à l'heure, vous parliez de workshop. On en a fait un. Et du coup, un workshop, c'est quoi pour Le Bon Coin? Ah oui, il y a l'orage qui arrive parce que du coup, la situation elle va pas très bien. Et du coup, effectivement, on est dans un contexte où on n'arrivait plus à délivrer de la valeur à nos utilisateurs et c'était devenu une situation stressante pour nous. On n'arrivait plus à voir comment on pourrait justement délivrer quelque chose et avoir le résultat et voir comment on pourrait évoluer sur notre produit. Donc c'était un workshop qui était un petit peu stressant pour les équipes. Ouais. Et donc du coup, le workshop, c'est quoi? En fait, c'est ça. On a pris tous les développeurs et tous les gens qui composaient le produit, on les a mis dans une grande salle. Ça, c'est notre ERP. Et on leur a dit, maintenant, on va faire un atelier ensemble pour réfléchir sur, OK, c'est quoi les solutions et comment maintenant on sort de là. Du coup, on a fait des ateliers, on a réuni les gens ont pu s'exprimer et on a surtout fait attention d'embarquer les bonnes personnes. Ça, c'est hyper important. Du coup, la personne qui est là, c'est notre CTO aujourd'hui. Et il était là avec les équipes pour montrer aussi que c'était important pour lui et qu'on était en train de construire ensemble. Du coup, à la fin de la journée, ça n'a pas si bien marché que ça. Et ce qui se passe, c'est que le middle management se dit OK, finalement, c'est pas si clair le résultat de cette journée-là, donc on a envie d'aller plus vite. Et ils font une reco. Ils se disent OK, on va essayer de faire des collaborative teams. Donc on va prendre des gens de chaque famille, là le terme est posé. Donc vous voyez, il n'y a pas écrit backend, mais ad search, parce qu'on s'était dit qu'on allait faire ça par domaine. Ça doit parler à tous ceux qui font du domaine driven development. Et on va les réunir. Et là, les gens se disent, il n'y a pas un truc qui cloche là, non? Enfin, il n'y a rien qui vous... C'est en fait, les gens se sont dit, non mais attendez les gars, là vous allez nous avoir là, parce que là la patate elle est déguisée, mais ça reste une patate. Hein. C'est ça que les gens se disent. Et là c'est génial, c'est que les gens se disent, non, pas encore les patates. Non. On veut plus. Là, on est épuisé, c'est bon, on remet pas le couvert. Et ce stade-là, il est hyper important parce que c'est la naissance de quelque chose de charnière dans notre organisation. C'est ce qu'on a appelé l'orga-league. C'est le moment où les gens se disent, il doit y avoir une alternative. Et nous aussi, on peut proposer des choses. Et donc, on va se réunir ensemble et on va venir vous voir et on va proposer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça n'avait pas marché avant? C'est quelque chose une question qu'on s'est posée. C'est que ça parle à tout le monde, le culte du cargo ou pas? Non, je pourrais en parler 1 heure. Ok. Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai que 20 minutes. T'as 30 secondes. J'ai 30 secondes. Ok. Ça, c'est quoi? C'est un téléphone portable. Je vous assure que si vous essayez d'appeler là-dessus, il va se passer du temps avant qu'il y ait quelqu'un qui décroche. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens ont dit, ok, mais l'agile, c'est la solution. Ok, on va faire tous les rituels. Si on fait tous les rituels, on est agile. Non, c'est pas le cas. Ouais, sauf qu'en vrai, c'était un téléphone en bois, quoi. Donc du coup, moi quand j'arrive, je vois des gens qui font des stand-up autour d'un canapé. Et ils se racontent l'histoire. Hein. Enfin, tout le monde regarde ses pompes et en fait, il n'y a pas de sens. Et du coup, ce slide, il est hyper important et ça parle du Shuari. Le Shuari, c'est le moment où il y a un Karate Kid. Je pense que ça parle à tout le monde là pour le coup, j'espère. C'est le moment où il y a François et Jackie qui se réunissent parce que François il a ses copains à l'école qui l'embêtent et il dit j'aimerais bien apprendre le karaté parce que si j'apprends le karaté je vais pouvoir me défendre et là c'est fini, on rigole plus. Et donc Jackie lui dit ok t'inquiète, tu vas me peindre ma palissade et tu vas voir ça va bien se passer. Maintenant tu vas venir lustrer ma voiture. Et François il dit non mais attends mais là je suis en train de te retaper ta baraque, je te retape ta maison, tout ça, là tu te moques de moi. Et à un moment donné Jackie lui dit ok tu veux apprendre le karaté? Bah d'accord, vas-y, maintenant je vais te donner un coup de poing et qu'est-ce qui va se passer? Et là il a le réflexe, il fait le geste qu'il avait reproduit pour lustrer la voiture. Et en fait c'est là où il comprend, il fait ah ouais mais en fait tout ce que j'ai appris ça avait du sens. Et le Shuari c'est ça, c'est le moment où on dit ok, avant de critiquer le geste, apprends à le maîtriser. Fais-le.
Et une fois que tu l'auras maîtrisé, c'est le moment où tu vas pouvoir passer dans le A. Le A, c'est OK, maintenant je comprends ce que je fais, je le maîtrise. Et le RI, c'est le moment où OK, maintenant j'ai dépassé le stade de je maîtrise le geste, c'est je suis capable de moi-même devenir le geste, le réinventer. Et si on grille les étapes et qu'on arrive directement dans le RI, c'est le moment où on se plante. Parce qu'on se dit l'agile, non mais t'inquiète, je pense que c'est facile, je vais le faire à ma sauce, ce truc-là j'en ai pas besoin, et on prend des raccourcis, et au final, ça marche pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de Orgalig et tout. En fait, pourquoi je vous ai dit que c'était important, c'est parce que c'est le moment où les gens commencent à se parler. Et il y a des cercles qui se mettent en place. Donc il y avait déjà le middle management qui se parlait, c'est eux qui avaient organisé le workshop, et on a vu apparaître Orgalig. Et assez rapidement, en fait, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais moi aussi j'ai envie de participer à ça. Et pour nous, c'est hyper important parce que c'est le début de ce qu'on a appelé chez nous processus holacratique. C'est le moment où les gens se disent moi j'ai un problème et je me sens capable de le résoudre, ce problème-là. Donc je vais y aller, quoi. Je vais me mouiller. Et là, les gens se disent c'est une super idée, et en fait, on va pas en faire qu'un, on va pas se contenter de ces groupes-là, et on va monter plein de groupes. On va monter un groupe tech qui va parler des problématiques techniques que la société rencontre. On va monter un groupe produit. Comment on améliore le produit Le Bon Coin, comment on fait en sorte que ça soit beaucoup plus fluide. Et il va y avoir des échanges, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être dans un groupe, dans un autre. Enfin, tout ça, ça va se créer. Et c'est les bonnes personnes parce qu'elles sont volontaires et qu'elles ont envie de répondre aux problèmes. Et on a aussi mis en place des communautés de pratique. C'est un moment, moi je sais faire ce geste-là, et je suis partant pour vous l'apprendre et faire en sorte que ce geste se transmette. Alors c'est le moment où on vous parle de motivation intrinsèque. Et effectivement, la motivation intrinsèque, si on en croit Daniel Pink, pour la référence, c'est son bouquin Drive, il parle de motivation intrinsèque. Ça repose sur 3 trucs. L'autonomie, et du coup, ce processus holacratique donne une certaine autonomie aux équipes. Elles sont mandatées de facto, elles sont volontaires, donc elles s'auto-mandatent pour justement penser à des solutions. L'expertise, avec les communautés de pratique et tout, on arrive à avoir un certain niveau d'expertise. Et là, par rapport aux dernières fois où on a essayé les équipes pluridisciplinaires, ce qui nous manquait, c'était le sens. Et le sens, on a essayé de le trouver en retraçant justement l'expérience de nos utilisateurs sur notre produit. Très rapidement et très schématiquement, notre produit, c'est des utilisateurs qui font des recherches et qui déposent des annonces, qui à un moment donné se rencontrent pour dialoguer et finissent sur un accord, donc matching et deal. Et tout simplement, on a créé des équipes produits pluridisciplinaires dont le sens était d'améliorer à chaque fois un des moments de vie de nos utilisateurs. Donc rapidement, l'équipe Search, elle était là pour améliorer l'expérience de recherche. Donc on a le sens qui est aligné avec la mission du Bon Coin à ce moment-là, qui était de faciliter les échanges au quotidien. Donc aujourd'hui, et l'état des lieux, c'est que effectivement on est dans une organisation plus product centrée. Pourquoi ? Parce que notre organisation, elle est basée sur les équipes, vraiment, sur notre produit. Et notre produit, il a différents aspects, et chacune des équipes a la comme mission d'améliorer un des aspects du produit. On ne va pas se mentir, on n'est pas encore au point d'être une organisation user-centrée, parce que demain, on peut penser à des équipes qui sont autour de la confiance ou autre chose, l'accomplissement. Nos utilisateurs, c'est des animaux sociaux, entre guillemets, sociologiquement, c'est comme ça qu'on dit. Et on peut penser à des équipes qui ont encore une autre dimension d'abstraction. Aujourd'hui, on est aggloméré autour de notre produit. Demain, on peut penser à autre chose, mais pour l'instant, on est product-centré. Ok. Et du coup, la Montgolfière elle continue d'avancer en 2017. Donc, on rachète Kudos et avant de relever. Et en fait, il se passe un truc, c'est que dans l'intervalle, on se dit, on va maintenant travailler en feature team. Et en clair, c'est quoi des feature teams ? Des feature teams, c'est des groupes de personnes qui vont être pluridisciplinaires. Donc, dans chaque feature team, on va avoir des gens qui sont capables d'intervenir sur le mobile, sur le web. On va avoir des gens qui font de l'UX, on va avoir des gens qui font de la qualité, on va avoir des Scrum Masters, on va avoir des managers. Et on va les regrouper sous forme de tribe, parce qu'on se dit ces périmètres fonctionnels-là font sens, donc on va les mettre ensemble parce qu'a priori, il y a des synergies à créer. Et du coup, on va conserver les chapters, c'est-à-dire qu'on va se dire, ouais, mais c'est hyper important que les gens gardent une certaine cohérence
parce qu'on n'a pas envie qu'une feature team se dise moi je vais partir dans ce sens-là, et que l'autre se dise je vais partir dans ce sens-là, et qu'au final la cohérence technique elle soit pas au rendez-vous. Et du coup les managers à ce moment-là on les a positionnés là. C'est-à-dire qu'on avait des managers qui manageaient des gens qui ne travaillaient pas ensemble. C'est important. Vous allez comprendre après. Et du coup, on a répliqué ça autant de fois qu'il fallait. Et donc les communautés de pratique dont je vous parlais, c'était à un moment donné, on se dit, par exemple, les Scrum Masters, ils vont se réunir entre eux et potentiellement, ils ne sont pas tous dans les mêmes tribes. Et l'idée, c'est que vraiment le savoir se diffuse le plus largement possible dans la boîte. Workshop 3 et 4, on se dit, en fait, là, on est assez content de ce qu'on voit et on n'a pas envie de révolutionner. C'était déjà le passage en feature team et le fait de rajouter du sens, le fait de réunir les personnes, c'était un gros changement et on voulait asseoir ce changement-là. Et en fait, au départ, il n'y avait pas tout ça. Et là, on est assez content parce qu'on arrive avec des boards qui sont relativement propres. On arrive avec des backlogs. C'est le moment où on commence à se projeter. On commence à construire. Celui-là, il est assez intéressant, ce slide-là, parce qu'il montre un peu une expérience qu'on a menée. C'est qu'on s'est dit, ok, notre but, c'est de mettre tous les post-it en haut à gauche, et en fait, plus on descend, plus l'incertitude sur la capacité de l'équipe à réaliser cette user story est grande. Et donc à la fin, vous vous souvenez du Chouari? Donc là, on se dit, ok, c'est le moment où on commence à arriver dans le A, c'est le moment où les gens commencent à voir la machine dérouler, c'est le moment où chaque unité prise indépendamment fait sens et le tout commence à se dessiner. Et donc on continue, workshop 5, et là, on se rend compte qu'il y a un problème. On vous parlait de silo tout à l'heure. Et on se dit, ouais, mais en vrai, les gens aujourd'hui sont des feature teams, ça marche, ça délivre, c'est beaucoup mieux. Mais les développeurs Android, les développeurs iOS, ça reste des développeurs Android, ça reste des développeurs iOS, et il n'y a pas trop d'échanges avec les back-ends. Enfin, c'est encore assez siloté. Donc en fait, quelque part, on a reproduit l'organisation qu'on avait avant à petite échelle. C'était déjà une révolution. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens s'améliorent sur plein d'axes. Et du coup, ça c'est un schéma qui a été produit par la société Valve. Pour les vieux comme moi, c'est créateur du jeu Half-Life. Il faut presque être quadra pour connaître. Ouais, c'est vrai en plus. Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est en fait, une personne elle a une compétence principale. En l'occurrence, par exemple, un développeur back-end, sa compétence principale, ça va être d'aller faire du développement logiciel côté serveur, mais elle peut avoir aussi de l'appétence pour aller faire du développement iOS ou du développement web ou quoi que ce soit. Et notre enjeu, ça va être de l'accompagner dans ce développement-là. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est un cube. C'est-à-dire que toutes les personnes soient capables d'être hyper compétentes sur tous les domaines dont la boîte a besoin. Mais du coup, comment on met ça en place? Tout à l'heure, je vous disais, les managers, ils étaient positionnés au niveau des chapters, et on s'est dit, ouais, mais ça fait peut-être pas sens, parce qu'on a envie d'accompagner les gens au plus près de l'outil de production. Et l'outil de production de notre entreprise, c'était plus le chapter, ça devenait vraiment la feature team. Et donc, on a positionné le management, c'est pour ça qu'on parle de management vertical, au sein de la feature team, pour que ce manager-là, il soit capable d'accompagner toutes les personnes qui composent la feature team. Et qu'on se dise, en fait, notre enjeu, c'est un enjeu fonctionnel. Et le manager, il va aider les personnes à se développer pour répondre à cet enjeu fonctionnel. Et ce n'était pas le seul problème. Un des autres problèmes qu'on avait, c'était la roadmap. À chaque fois qu'on parle d'agilité et de roadmap, on se dit, ouais, mais une roadmap, il y a des dates. Et beaucoup de gens disent, ouais, mais l'agilité, il faut être flexible, il faut s'adapter, tout ça. Et en fait, nous, notre truc, c'est aller chercher la valeur pour nos utilisateurs. Où se situe la valeur de nos utilisateurs? Et en fait, ce qui est génial dans nos métiers, c'est pour ça qu'on a pris l'analogie du voyage, c'est que à chaque fois qu'on va ouvrir une nouvelle fonctionnalité pour nos utilisateurs, c'est un nouveau voyage. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. On découvre, on est dans une phase d'exploration. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est, en fait, c'est simple. Tu sais où tu vas, tu découpes et t'itères. Et à un moment donné, ça va le faire. Sauf qu'en vrai, c'est pas tout le temps le cas. Il se passe plein de trucs. Alors, il y a des choses qu'on arrive à identifier facilement. Genre, un iceberg, on le voit. Enfin, je veux dire, bon, à part le Titanic, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a des trucs qu'on ne prévoit pas, genre est-ce qu'il y a des courants, est-ce qu'il y a du vent contraire, est-ce qu'il y a des bourrasques, ça on ne peut pas l'anticiper, c'est compliqué. Et du coup, en vrai, quand on regarde le voyage qu'on a fait, il a pris drôlement plus de temps que ce qu'on avait prévu. Et ça, à la fin, ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur l'île, les gens sont déçus. Ils se disent, ouais, mais
Enfin, vous nous aviez dit que ça prenait 3 itérations, et puis bah là, au bout de 6, on y arrive à peine, quoi. Donc comment on fait ça? Et effectivement, une belle roadmap, c'est bien droit. Il y a des dates dessus et ça ressemble à ça. Mais la réalité du produit, elle est tout autre. Un produit, quand on commence à le bosser, c'est un chemin tortueux avec plein d'imprévus qui font que la réalité des choses, c'est ça. Et si on en croit Ken Beck, qui est l'inventeur de l'extreme programming, et qui dit, et à juste titre, que les roadmaps, ça devrait être une liste de questions, pas une liste de fonctionnalités. Pas une liste de fonctionnalités, et pour aller plus loin, je vais vous parler de features livrables qui sont ce qu'on appelle un output. Et puis l'impact sur le marché qui est justement qu'est-ce qui change comme comportement chez votre utilisateur, qui va être plus l'outcome. Et cette image illustre bien, c'est-à-dire que nous on voulait aller encore plus loin, c'est-à-dire on veut se concentrer sur l'outcome. Le café, la teneur du café, le savoir-faire du café, ça va être l'input, ça va être, nous de notre côté, tout ce qui est force de développement, conception, réflexion sur le produit. L'output, c'est la feature qu'on va donc, livrer à notre utilisateur. Et ce qu'on s'attelle à faire, et ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est s'attarder sur l'outcome. Est-ce que le café a été aimé par l'utilisateur? Est-ce qu'il était chaud au bon moment? Est-ce que l'utilisateur en a gardé un bon souvenir? Ça, c'est important pour nous et c'est ça l'outcome en fait. C'est ça qu'on essaye de changer, c'est les comportements chez nos utilisateurs. Et effectivement, en faisant ça, on va donner beaucoup d'autonomie à nos équipes en les focusant vraiment sur ce qu'appelle Jeff Gothelf, qui est l'instigateur du Lean UX, c'est business outcome. Business outcome, c'est le comportement de vos utilisateurs sur le marché. Et en faisant ça, vous allez donner encore beaucoup plus d'autonomie aux équipes. C'est-à-dire qu'elles vont tout faire pour arriver à un outcome. Et on va éviter de parler du chemin qu'on doit prendre ou on va éviter de donner les recommandations en mode roadmap linéaire. Mais vous en doutez, ça va soulever un problème et ça soulève souvent un problème, c'est que d'un côté, effectivement, les équipes, c'est cool, hein, sont géniales, il y a l'expertise, il y a du sens, il y a de l'autonomie, mais le top management a quand même besoin de visibilité. Pour essayer de contenter les deux, dans le Lean UX, il y a ce qu'on appelle, il y a des concepts qui se sont dégagés de cette méthodologie et il y a ce qu'on appelle les outcome-based roadmap. C'est-à-dire que sur chaque quarter, on va se mettre d'accord sur un outcome, donc un comportement utilisateur à changer qui va être bénéfique pour le business, et on va se mettre d'accord sur un set de features qui sont purement des hypothèses. Bon, on pense que permettre aux utilisateurs de déposer une annonce, c'est un formulaire, c'est 3 étapes, on peut se mettre d'accord sur ça. Par contre, le contrat sur lequel on doit se mettre d'accord, c'est à tout moment, je peux remettre en question la liste de features qu'on a établie au départ, si ça me permet d'atteindre l'outcome d'une autre manière. Vous allez me dire concrètement comment on fait. On essaie d'utiliser un outil qui s'appelle le Lean UX Canva. Et tout l'enjeu de ce truc-là, c'est d'aligner les équipes. C'est ultra important d'aligner toutes les équipes, quel que soit le métier. Et ça, c'est vraiment la direction qu'on veut prendre. Et aligner les équipes sur des business problèmes. Qu'est-ce qu'un business problem? C'est on constate un dysfonctionnement quelque part sur notre marché et on établit un KPI qui va nous dire dans 6 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, si on a réussi à résoudre ce business problem. Et puis la suite, elle est très simple, c'est qu'on va établir quelle est la liste de notre business outcome, donc quels sont les comportements des utilisateurs qu'on veut changer. Les cases 3 et 4, c'est nos utilisateurs. Là, on va utiliser des proto-personas et là, on va essayer d'identifier quels sont les bénéfices que les utilisateurs veulent atteindre, quels sont les bienfaits qu'ils veulent atteindre à travers notre produit. Et justement, la case 5 va nous faire pondre plein d'idées. Alors, toutes les idées sont bonnes, tant qu'elles sont alignées avec ces business outcomes. Et du coup, ça va donner lieu à des hypothèses. Et les hypothèses, derrière, on va les explorer, on va essayer d'identifier quels sont les risques de ces hypothèses-là. Et derrière chaque risque, on va essayer de mettre l'état minimal du produit qui va nous permettre de nous dire c'est une bonne idée, c'est la bonne direction. Et à minima, si ce n'est pas une bonne idée, ça nous donne de l'information sur notre utilisateur. Le Lean UX, c'est Design Thinking, Lean Startup et de l'agilité. Lean Startup, c'est la matière première du Lean Startup, c'est la connaissance sur ton utilisateur. Donc dès qu'on arrive à
à prouver une hypothèse qu'elle est moins risquée, donc on continue à avancer sur le produit, et au pire des cas, on apprend. Donc, oui, on arrive en 2019. Aujourd'hui, on est 800 salariés chez Le Bon Coin. On accueille aussi un nouveau venu qui s'appelle Vite Dressing. On a encore acheté une boîte. Et pour nous, l'aventure continue. Elle continue parce qu'en fait, on devient une organisation apprenante. C'est-à-dire qu'on s'autorise plein de choses. On se dit, on a enlevé la peur de se tromper. Parce que du coup, se tromper, déjà, quelque part, c'est oser avancer. Et ça, c'est hyper important. Et on a accepté à tous les niveaux, que ce soit au niveau manager, au niveau développeur, ou peu importe le coéquipier au sein de l'entreprise, on a le droit de se tromper. Et c'est pas grave. Donc pour nous, ce qui est hyper important, c'est de se focus sur des choses à résoudre, expérimenter et à la fin, apprendre de nos erreurs et itérer. Et ce qui fait vraiment sens pour nous, c'est partager. C'est une des raisons qui explique notre présence ici. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'est pas détenteur de la solution absolue, de la vérité ultime. On vient juste raconter notre histoire. Ça a marché chez nous, ça ne marchera peut-être pas chez vous. Il y en a qui en reviennent. Spotify est un bon exemple. Mais pour nous, ce qui a de la valeur, c'est les échanges. Peut-être les échanges qu'on aura autour d'un café ou d'un jus d'orange. Ou d'une bière. Donc voilà. Et du coup, si on doit résumer, qu'est-ce qui nous a réussi, les takeaways, on a parlé vraiment de holacratie, donc processus holacratique au Bon Coin, ça a vachement favorisé la réflexion sur l'organisation, comment faire pour la faire évoluer à travers le temps. Le T-shaping qui garantit encore plus d'autonomie à nos équipes. Il n'y a plus de super-héros dans une équipe, tout le monde touche à la techno de tout le monde, et on espère qu'au bout d'un moment, le T-shaping va faire en sorte que l'équipe soit autonome et qu'on n'ait plus le bus factor, tout simplement. Dont nos collègues ont parlé juste avant. Et surtout aussi les Lean Methodologies, le Lean UX en particulier, je vous l'ai dit, Design Thinking, Lean Startup et Agilité, ça nous permet d'être agile en mettant l'utilisateur au centre, donc on utilise le Design Thinking et tester un maximum d'idées avec le concept du Lean Startup. Et merci. Et si vous avez des questions. Bonsoir, merci pour cette présentation super intéressante. Je me posais une question du coup. Vous avez réussi à construire cette culture de l'organisation apprenante. Je pense que c'est pas quelque chose de facile. Et je me posais la question comment ça se passe quand vous rachetez des boîtes? Parce qu'ils n'ont pas forcément cette culture. L'holacratie, c'est quand même un processus particulier. Voilà, comment ça se passe quand vous rachetez des boîtes? Je réponds. En fait, on essaie de les onboarder. Ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est que quand on les fait venir avec nous, l'objectif, c'est pas de les brusquer, de changer des choses qui marchent. Parce que quand on les rachète, ces entreprises, c'est parce que nous apportent des choses. Donc le but, c'est pas d'imposer notre mode opératoire, mais plutôt d'être accueillant par rapport aux pratiques qu'ils ont, parce que peut-être qu'il y aura des choses où éventuellement peut-être qu'ils sont meilleurs que nous et simplement on utilisera leur technique. Voilà. Et c'est de partager avec eux, de les faire rentrer dans la démarche qui est en vrai, on va en discuter et je suis sûr qu'il y a des choses qu'on fait qui sont bien et que vous allez pouvoir récupérer réciproquement. Je suis sûr que vous avez plein de trucs à nous apprendre. Là, quand je vous dis qu'on grossit, on est 800. On est plus d'une trentaine de feature teams maintenant là. Ces feature teams là, c'est aussi dû à des rachats, grâce à des rachats. Tout le monde ne partage pas la même culture parce que par exemple les gens d'avant de Ralway, ils avaient leur culture, ils avaient plein de choses, mais pour autant on joue tous le jeu et on s'adapte. Et à un moment donné, on dit globalement on a envie de travailler comme ça. Et après, si vous, de manière locale, vous avez envie de faire des choses différemment au niveau de votre feature team, c'est super. On n'a pas pour vocation d'appliquer un pattern unique à toutes les feature teams. Nous, notre pattern, c'est la communication et les échanges. Et ça, globalement, c'est plutôt bien accepté par les gens. Parce qu'encore une fois, on n'arrive pas en disant c'est comme ça. Du coup, un bon métrique, vous n'avez pas beaucoup de départs, j'imagine, parmi les gens rachetés. Je sais, j'ai pas cette info. Honnêtement, c'est même pas de la langue de bois là. Je sais pas répondre à ça.
qu'effectivement, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Et même au Bon Coin, le Shift Feature Team a fait partir des gens parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce mode de fonctionnement. Rogelio l'a dit, on enlève les gens de leur famille. Au bout d'un moment, ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Et puis au bout d'un moment, les gens partent et ils sont remplacés par du 109. Et ça aussi, c'est bénéfique. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de garantir que l'expertise arrive toujours et on continue. Pour finir sur ce qu'a dit Rogelio, effectivement, les entreprises qui arrivent, on a de la chance, elles sont assez petites, donc elles sont déjà formées, elles sont déjà agiles quelque part, elles ont déjà des structures qui sont agiles, qui leur permettent de s'intégrer très facilement. Il n'y a pas un big bang sur l'entreprise qu'on rachète en leur disant effectivement, maintenant c'est Feature Team les gars. Ah ouais, mais on n'a jamais fait ça avant. Ouais, mais il faut que tu y ailles. Et ça ne marche pas comme ça, et Dieu merci, parce que on arrive à intégrer ça très, très rapidement. Et je continue aussi ce qu'a dit Rogelio, c'est les entreprises qu'on rachète rajoutent de la valeur à l'expérience utilisateur du Bon Coin. La vide dressing, c'est le fait qu'on a étendu notre chaîne de valeur à la livraison. Donc effectivement, ça fait sens dans notre plan stratégique. Et notre plan stratégique, il repose aussi sur nos valeurs, et on a une valeur très très forte de proximité, qui fait qu'on accueille les gens de manière à bras ouverts, et on s'attelle à ce qu'elles se sentent bien dans notre environnement. Je crois que dans votre dernier modèle, le manager il est par feature team, donc il manage des gens très différents, du dev au PO au Scrum Master. Est-ce que c'est pas difficile, et du coup c'est quoi le rôle de ce manager? Il travaille plutôt sur la posture des gens, j'imagine qu'il ne travaille pas sur leur expertise parce que pour le coup il ne doit pas les avoir, toutes ces expertises, mais c'est quoi son rôle dans cet organe? Alors cette presse elle est toute fraîche, c'est tout nouveau, allez, on va dire 1 mois. Ça pour le coup je peux en parler si je suis dans cette posture là. Mon objectif c'est de faire grandir les gens. C'est pas de leur dire quoi faire, parce que en fait on embauche des gens parce qu'ils sont compétents, ils vont nous apporter des choses. On n'embauche pas des gens pour leur dire comment ils doivent bosser. Donc de ce point de vue là, pour moi c'est cool, parce que mon objectif c'est d'étendre leur domaine de compétences. Quand on parlait du T-shape, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans une des feature teams, on a une personne qui est rentrée dans l'entreprise en tant que QA et qui aujourd'hui est en train de changer et qui est en train de devenir développeur, et c'est super. Et nous, on est hyper contents et hyper fiers de ça. Donc on le vit très bien. Moi par exemple, je découvre des nouveaux métiers. Le métier du SRE, c'est quelque chose qui m'est un peu inconnu jusqu'à aujourd'hui. Donc je sais que j'ai quelqu'un de compétent dans mon équipe et je lui fais confiance. Et si jamais il y a un problème et qu'on doit y faire face, on y fera face ensemble et on ira chercher les personnes qui pourront nous aider au moment où on en aura besoin. Quant à moi, je suis manager de l'équipe UX, et comme vous l'avez compris, dans chaque feature team, il y a un UX. Et mon message à mon équipe, c'est votre mission d'abord, la mission de votre feature team d'abord. Donc je pousse les UXers à avoir à porter la mission de la feature team et à faire partie intégrante. Parce qu'effectivement, c'est une équipe qui ne rentre pas dans le cadre du management vertical. Les managers verticaux sont sur les équipes techniques. Vous avez un PO dans l'équipe et un UX. L'UX doit porter la mission de sa feature team, et je pousse vers ça. Donc on a intérêt sur les équipes transverses à pousser vers l'engagement dans la feature team et pas créer le problème qu'on a eu avant avec les gens avec le même métier sur Android, iOS ou sur le web veulent se retrouver ensemble, et du coup ça flingue un petit peu la dynamique des feature teams. Vous parliez tout à l'heure des équipes qui étaient centrées autour du produit. Comment vous faites pour organiser les personnes qui s'occupent de choses qui ne sont pas directement dans le produit, comme des équipes, si vous en avez, tournées autour des fonctions sur l'onboarding, sur la com, sur les choses comme ça? Et si elles existent, quelle forme elles prennent et quels sont leurs liens avec tout le reste des équipes qui sont organisées en feature team? Ça, c'est un enjeu pour nous. Historiquement, comme on l'a dit dans notre presse, il y avait des équipes silotées, regroupées par métier. Et pareil, la com, c'est un service à part entière. C'est tout un département. Très honnêtement, on essaie de créer des ponts avec toutes les équipes qui sont au-delà du produit. Là, on parle vraiment de la réorganisation qu'il y a eu au sein du produit et de la tech.
mais il y a une équipe commerciale. Il y a une équipe de business developers qui eux sont chargés de pondre la stratégie justement à plusieurs années. Il y a le service client. On a tout intérêt à créer des ponts et une logique entre toutes ces équipes-là pour justement servir l'utilisateur et faire en sorte que y ait une cohérence de communication, que sur le produit, que sur les publicités que vous voyez passer à la télé, que le ton qui est pris par le service client soit unifié et que les utilisateurs aient l'impression qu'il y a une âme qui vit derrière. Ça, c'est un enjeu pour nous qu'on veut atteindre. Aujourd'hui qu'on commence à se stabiliser sur la partie produit et tech, c'est un enjeu pour nous d'aller au-delà et de faire en sorte que le tout soit cohérent. En fait, ça va déjà un peu plus loin. L'autre jour, je suis passé ici dans les locaux, voir les copains qui sont au 4e, et j'étais hyper content et hyper fier parce que on a une équipe qui est plutôt autour c'était les trades, qui ont installé un board physique comme ce que vous avez pu voir là, avec un Kanban, et qui avait demandé parce qu'ils voyaient un peu ce qui se passait chez nous, on leur en parlait et tout ça, et on communiquait énormément avec eux, et ils ont demandé à faire une formation sur l'agilité. Elles se sont dit non mais c'est génial ce truc, parce qu'enfin pouvoir s'organiser, avoir un management visuel et voir qui bosse sur quoi, quels sont les sujets qui sédimentent, comment on fait pour livrer plus vite, et ils sont partis sur une version qui faisait sens pour eux du board, et dans l'optique de l'améliorer au fil de l'eau. Mais moi j'ai trouvé ça génial parce que c'est le moment où en fait on se dit quelque part ce qu'on est en train de vivre nous à la tech, on devient modélisant pour les autres, et ils se disent en fait le fou qui dansait là-bas dans la colline, au final maintenant ils sont hyper nombreux, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, et maintenant on partage quelque chose même avec eux. Donc ouais, c'est du commercial, ouais. Donc on est content. Ouais, moi j'ai une question à propos de l'organisation de la feature team. En gros, donc vous avez constitué des feature teams avec tous les corps de métier. Et donc par rapport au roadmap, il y a forcément des sujets qui sont plus chauds que d'autres. Et est-ce qu'il y a souvent des transmissions de ressources, c'est-à-dire que du coup il y a une feature team, donc comme on dit, on aime bien sa petite famille et on a envie d'être dévoué à sa feature team, mais le problème c'est que est-ce que vous rencontrez ce problème de dire en fait toi tu es dans la feature team, mais ta feature team elle est quand même moins importante sur ce quarter, on va dire, et donc peut-être que toi tu vas être alloué à une autre feature team. Est-ce que vous êtes amené à faire face à ce problème ? C'est une super question. Oui. Clairement, parce que en fait la traversée elle se fait pas sans houle, on va pas se mentir. À chaque fois qu'on l'a fait, c'est un échec. Donc on a appris. Le dernier en date amène une rétrospective avec le CEO. On va s'en parler. On va se dire ok, là on a fait ça, on a vu que ça n'avait pas marché, on a corrigé, on a fait ça, et on va essayer de se focaliser sur les gestes qui ont porté leurs fruits et essayer de ne pas reproduire le reste. En fait, pourquoi c'est important de ne pas faire ça ? Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire des équipes qui marchent. Une équipe qui marche, c'est une équipe où les gens se font confiance. Et si on change tout le temps les gens, l'équipe, elle n'arrive pas à démarrer. Si on prend les différentes étapes de création d'une équipe, il y a l'étape le forming, la création de l'équipe. Le storming, le moment où comme dans toutes les équipes, on challenge, on se dit ouais, mais là, non, mais moi je fais pas comme ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, il y a la normalisation. C'est le moment où l'équipe se dit ah ouais, ça marche bien, ouais, on va le faire aussi, quoi. Si dans l'intervalle je change des personnes, à chaque fois que je ramène une nouvelle personne, j'arrive jamais à l'étape qui est l'étape de la performance, du performing, qui est le moment où l'équipe elle roule parce qu'elle pratique, elle parle et elle fait des choses en commun, et elle partage le même sens. Donc on peut le faire, on l'a fait et on s'est planté. Et là aujourd'hui, ce qu'on se dit, et c'est aussi pour ça qu'on met un manager dans l'AFT, parce que le fait de mettre un manager dans l'AFT, c'est un geste fort, parce que c'est plus difficile de déplacer des gens quand ils sont rattachés à un manager, ça fait une espèce de point d'ancrage dans l'AFT. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on a envie de pérenniser les gens au sein de l'AFT. Et on ne s'interdit pas non plus, parce qu'à un moment donné, s'il y a un problème business ou autre, et qu'on a besoin d'aller faire des moves, on les fera. Mais c'est sur la base de l'exception. C'est-à-dire que quand on fera ce geste, on sait ce qu'on encourt.
Du coup, avec comme objectif de tendre vers une organisation user-centrée, comment concrètement vous intégrez l'utilisateur à l'évolution du produit? C'est une question pour toi, Adrien. Ce qui est fait marquant de notre shift en feature team, c'est qu'on a créé une équipe d'UXer. Avant, on n'avait pas d'UX à proprement parler, c'était les product managers qui faisaient ça un petit peu en mode guérilla. Petit à petit, on a installé ces méthodologies, on a installé la culture de se rapprocher de l'utilisateur, on a fait venir des utilisateurs dans nos locaux. Souvent, on part en guérilla, on part à Gare de l'Est et on fait tester nos protos à nos utilisateurs. Petit à petit, on a installé ces méthodologies-là et en se dotant de feature team, on s'est doté aussi d'une équipe UX qui a 2 enjeux. C'est bien entendu au sein des feature teams garantir qu'il y a un contexte de conception qui permet de bien trier les idées de manière user-centrée et qui a un autre enjeu qui est transverse, c'est de faire du user research et de mettre à disposition des feature teams le travail qu'on a fait sur l'user research. Donc on a une connaissance sur nos utilisateurs qui est nourrie de plus en plus et la mission et une des missions de chaque UX designer, c'est de ramener cette connaissance dans la feature team pour qu'il puisse développer sa feature team. Donc petit à petit, on a installé ça et aujourd'hui, on fait du user research. Enfin, tout le monde est onboardé sur du user research. On utilise plein d'outils pour communiquer, les channels YouTube en direct. On essaie de communiquer beaucoup et c'est encore un autre enjeu pour nous de rapprocher tous les collaborateurs du Bon Coin de nos utilisateurs. Donc souvent, on va communiquer. Attention, il y a un user test en direct. Si ça vous intéresse sur telle thématique, venez voir. Et puis, ça engage les gens à être plus proches de nos utilisateurs. Et ça, c'est un des éléments qui va faire que demain, on va être vraiment user-centré. Aujourd'hui, on fait très attention à nos utilisateurs. On avait un service client qui était au top, en aval. On s'est doté d'une feature team maintenant en amont de la conception et on va doucement vers l'établissement de ces méthodologies qui vont faire que tout le monde est user-centré au bout d'un moment. On fait tous attention aux besoins de nos utilisateurs, quel que soit notre service. Si je vous parle d'autres services, c'est par exemple les RH au Bon Coin. Aujourd'hui, on fait du employee experience. C'est-à-dire que les RH sont intéressés par nos méthodologies pour faire en sorte que le contexte de travail pour nos collaborateurs soit propice pour eux, pour qu'ils soient créatifs, engagés, tout ça. Donc c'est un truc qu'on essaye d'évangéliser sur tous les niveaux. J'ai un autre exemple là, qui vient de se produire cette semaine et qui me paraît assez flagrant. En ce moment, on a des remontées de nos utilisateurs qui nous disent qu'ils rencontrent des problèmes sur l'affichage des annonces. On n'arrive pas à le reproduire, ce problème, chez nous. Et du coup, c'est embêtant parce que pour fixer un problème, il faut déjà être capable de réussir à l'identifier. Ce matin, j'ai mon CTO qui vient me voir et qui me dit ok, tu me trouves un utilisateur, peu importe où il est en France, qui accepte de nous rencontrer, tu prends un billet de TGV et on va le voir. Et ça, c'est magique, quoi. Merci beaucoup. Merci.